Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour cette journée professionnelle en marge des rencontres La Narbonnaise. C'est une journée, donc, comme vous le savez, qui est consacrée à l'emploi, à l'utilisation de l'outil numérique tridimensionnel au service d'une part de la compréhension, de la réflexion, de la recherche sur les sites archéologiques. Ça sera essentiellement l'objet de nos débats et échanges de la matinée, et également au service du partage et de la diffusion des connaissances acquises sur le terrain de l'archéologie et de la préhistoire avec le grand public. Donc je me présente, je m'appelle Pedro Lima, je suis journaliste scientifique et éditeur aux éditions Synops. Et je prendrai cet après-midi aussi une casquette de présentateur d'un projet lié à la grotte Chauvet. Mais surtout, j'aurai le plaisir avec Dominique Garcia, qui est avec moi, président de l'INRAP, d'animer, de modérer l'ensemble de cette journée. Donc notre rôle sera de susciter les questions, de les faire venir et puis de les partager avec le public et les différents intervenants. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre assez vite avec peut-être un mot d'accueil de la ville de Narbonne, et ensuite on passera la parole à Marc Azéma et à Dominique Garcia. Merci, bonjour à toutes et tous. Je vais faire très rapide. Laure Barthé, j'ai l'honneur d'être directrice du patrimoine et conservateur du Palais des Archevêques à la ville de Narbonne. Donc bienvenue dans ce magnifique établissement, doublement labellisé, monument historique et musée de France. Et l'archéologie fait parfaitement partie de son ADN. D'une part parce qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de collections qui vont de la préhistoire jusqu'à l'ère moderne de Narbonne qui disent l'histoire de cette ville par l'archéologie, et parce que nous sommes aussi dans une phase de restructuration avec un nouveau projet scientifique et culturel qui vient d'être achevé et qui va nous emmener sur 4 axes, dont 2, voire 3 entièrement dédiés à l'archéologie. Un axe monumental, l'idée dans le parcours futur, c'est de restituer évidemment tout le phasage du monument, l'archéologie du bâti. On fera appel très certainement à de nombreux outils numériques pour rendre compte de cette histoire, complexe évidemment pour le grand public. Donc l'axe monumental. Il y aura un axe très fort, et on y travaille avec Jean Guilaine sur la pré- et la proto-histoire, puisque nous conservons les collections. C'est plus de 45 000 œuvres hors antiquité qui vont rester au Palais des Archevêques, donc le potentiel est énorme. Donc l'axe pré- et proto. Il y aura un axe médiéval également, extrêmement prégnant, puisque nous avons des collections médiévales inédites depuis le 19e siècle, auxquelles se sont ajoutés le produit de fouilles plus récentes, de fouilles préventives notamment. Donc on espère pouvoir développer cet axe dans les années à venir. Voilà, n'hésitez pas à visiter le beau palais. J'ai pris la liberté de vous mettre le petit fascicule avec un plan. Il est ouvert de 10h à 18h aujourd'hui. Présentez-vous à mes collègues, dites que vous êtes membre des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise, et en toute logique, on vous donnera l'accès libre à nos salles. Voilà, merci à vous pour cette organisation. Merci Marc d'avoir pensé à nous. Merci. Alors, je vais être assez bref. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard parce que c'est une création. Ces journées professionnelles sont une création qui font partie donc des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Alors, l'intention, c'était, vous le savez, de présenter initialement des films documentaires au grand public. Et progressivement, l'objectif a été aussi de greffer à ce festival, qui est un peu le cœur de notre manifestation, d'autres événements, déjà des compétitions pour les scolaires, les lycéens et les collégiens. Donc ça, c'est les créations récentes. Et cette année, bon, moi, vous savez peut-être, je suis à la fois réalisateur et archéologue, et j'ai toujours effectivement travaillé dans les deux secteurs, et j'ai toujours rêvé un peu de rencontres de ce type. Bon, je sais que ça existe par ailleurs, et donc on a eu envie, à travers notre manifestation, d'avoir une journée à caractère professionnel, mais également ouverte au grand public, qui puisse également servir aux enseignants et aux universitaires, et qui permettent justement de débattre régulièrement de la médiation et de l'archéologie, de faire se rencontrer dans les professionnels des deux secteurs. Voilà, donc étant moi-même narbonnais, je suis assez fier également que cette journée se passe dans ce cadre-là, comme tu l'as dit. Et voilà, donc je vous souhaite une bienvenue, et je passe la parole donc à Dominique Garcia, qui est aussi un peu à l'initiative de cette journée. C'est suite à des conversations que nous avons eues à peu près il y a un an qu'est née cette idée de greffer donc cette manifestation. Donc petite précision, j'allais l'oublier, donc l'organisation de ces rencontres est faite en partenariat avec Arte Action Culturelle, et également donc l'INRAP, qui est représenté, Arte Action Culturelle représentée par Hélène Coldefi, qui présentera une intervention en début d'après-midi, et Dominique Garcia, donc, qui est le président de l'INRAP, notre autre partenaire. Voilà.
Merci beaucoup Marc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis très heureux et très fier d'être ici, accueilli par la ville de Narbonne en tant qu'archéologue ayant fouillé à Narbonne il y a très très longtemps, en tant qu'Occident et aujourd'hui en tant que président de l'INRAP. Donc l'INRAP est partenaire depuis presque toujours des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise parce qu'effectivement avec les liens d'amitié entre des différents agents de l'INRAP et Marc Azéma, mais aussi parce qu'une des missions de l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, c'est la diffusion des éléments de notre patrimoine et notamment du patrimoine enfoui, donc de l'archéologie. Et depuis donc quelques années, l'INRAP participe donc à ces rencontres et aujourd'hui, effectivement, dans une autre dimension, en 3D, celle effectivement de l'archéologie et dans le cadre de cette rencontre professionnelle. C'est quelque chose qui pour nous est essentiel. On a parlé d'ADN tout à l'heure et Marc a parlé de rêve. C'est des choses qui sont essentielles pour nous. Dans notre ADN, nous, l'INRAP, il y a d'abord la qualité de l'acquisition des données au moment de la fouille. Il y a bien entendu la restitution de ces données au ministère de la Culture et qui fait le contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie et aux clients, aux aménageurs avec qui on collabore sur le terrain. Et plus largement, le dernier niveau, bien entendu, sur lequel l'INRAP s'investit, c'est celui de la communication des informations vers le public le plus large, du citoyen lambda jusqu'au scientifique le plus pointu. Donc aujourd'hui, ces éléments-là sont pour nous des éléments essentiels. Dire, pour faire la transition avec la journée aujourd'hui sur la 3D, que de mon point de vue, et Pedro Lima fera peut-être rééquilibrera, la définition aujourd'hui de l'archéologie virtuelle est quelque chose qui pour un archéologue est un dossier bien plus vaste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, depuis toujours, à la limite presque depuis la préhistoire, avec des maquettes de monuments que l'on connaît, avec des restitutions, avec des dessins, le fait de restituer par l'image, par des volumes, des sites archéologiques ou des objets archéologiques est inhérent en fin de compte à la part de rêve et à la part de restitution, de virtualisation des espaces. Et bien entendu, ces choses-là ont été beaucoup plus conceptualisées avec les maquettes d'architectes, les aquarelles, les films. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la 3D n'est qu'en fin de compte un prolongement de toute la restitution virtuelle de l'archéologie, sans que d'ailleurs la 3D n'efface les autres formes de restitution, les plans, les tableaux, les aquarelles, etc., qui sont encore des outils de médiation essentiels. Donc on essaiera pendant toute cette journée, à partir des exemples concrets présentés par différents intervenants, de revenir sur les différents points qui sont la qualité d'acquisition des données, le choix effectivement des outils pour restituer ces données archéologiques, le niveau qualitatif de finition de restitution, et puis la manière dont il est diffusé vers le public et la manière dont il est recueilli par le public et dont ensuite se forme une image ou se restitue une image. Voilà, la restitution des vestiges par ces éléments 3D est un élément essentiel, donc on va y travailler tout de suite. Oui, et pour prolonger ce que vient de dire Dominique Garcia, peut-être la façon dont... une des questions qu'on pourra se poser aussi, c'est la façon dont peut-être aujourd'hui, avec ce nouvel outil, comme dit Dominique, cette technique qui est à la base une technique de relevé, de compréhension des sites, devient intégrée dans des processus narratifs destinés au grand public sous forme de films documentaires, et comment même, il y aura des exemples précis cet après-midi, l'emploi de l'outil 3D destiné autant à la diffusion vers le grand public qu'à la compréhension scientifique d'un site a pu stimuler de nouvelles questions de la part des chercheurs. Donc là, je trouve qu'on va vraiment encore plus loin, entre guillemets, que d'habitude sur les formes de restitution, dans la mesure où cet outil 3D peut avoir vraiment cette double fonction de compréhension et de diffusion vers le grand public, dans un échange en fait entre différents acteurs qui sont les scientifiques et les diffuseurs. L'exemple du Mont-Saint-Michel cet après-midi en apportera une bonne illustration. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup voyager. En fait, on va aller à Pompéi, on va aller dans la grotte Chauvet en Ardèche, on va aller au Mont-Saint-Michel, on va visiter les mégalithes des Charentes, on va aller à Montpellier, à Nîmes. Donc voilà, c'est un petit peu un voyage aussi qu'on va faire toute cette journée. Et surtout, ça sera un moment d'échange. Donc n'hésitez pas, suite
suite à chaque intervention des personnes qui vont se succéder ici, à poser vos premières questions. On se réunira en fin de matinée et en fin d'après-midi avec tous les intervenants de chaque demi-journée pour une table ronde pour aller un petit peu plus loin sur des questions qui auraient été juste abordées suite aux interventions. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit un moment d'échange surtout entre nous tous, puisqu'on a la chance d'avoir des professionnels de tous ces secteurs dont on a parlé, depuis l'archéologie jusqu'à la diffusion. Voilà, donc écoutez, je vous propose qu'on démarre maintenant avec le premier exposé, la première présentation. Donc c'est David Lhomme qui nous rejoint, président de Global Geomatic France. Et donc David, tu nous proposes une petite mise en... Tu poses le décor un petit peu d'une certaine façon de la journée avec ta présentation intitulée « L'acquisition et la cartographie 3D des sites archéologiques, méthodes et enjeux ». Voilà, on est vraiment en plein cœur du sujet. Donc on te cède la parole. Donc, bonjour à tous. Alors, en premier lieu, évidemment, comme il se doit, je remercie surtout Marc Azema, hein, la personne que je connais le mieux ici, qui a participé avec moi, mes collègues, d'autres archéologues et d'autres topographes dans la décennie 2000, qui ont largement contribué à cette époque pionnière de mise en place des pratiques d'acquisition, donc de méthodes de levée cartographique 3D et les applications les implications qu'on pouvait trouver ou en faire en archéologie ou dans le secteur du patrimoine culturel d'une façon générale. Je vais pas trop parler de technique, hein, je vais pas m'attarder là-dessus trop. Par contre, je vais essayer de faire un petit rappel, peut-être pas inutile, sur un peu cette période très récente de mise en place de ces technologies. Alors, de façon très schématique, je parle du point de vue du topographe, hein, je ne suis pas archéologue, parce que en fait, la question qu'on se pose aujourd'hui dans votre métier de l'archéologie, en fait, il y a quand même eu un impact aussi chez les professionnels qui mettent en place ces technologies, hein, les géomètres, pour faire court, sont vraiment aussi, il y a eu des changements de pratique assez majeurs. Traditionnellement, le métier du géomètre, c'est quoi? C'est des outils que vous connaissez très bien, le théodolite, en gros, ça consiste à mesurer des points, les points qui vous intéressent, que ce soit un théodolite, un GPS ou même de la restitution photogrammétrique à l'ancienne, où en fait on venait pointer les choses qui nous intéressent pour fabriquer de la 3D à partir de couples stéréoscopiques. On sortait une mesure très discrète et après on faisait du filaire, vous avez probablement tous connu ça. Et donc on était dans des processus quand même assez bien maîtrisés, hein, surtout du côté de la profession du géomètre. Avec un point intéressant, c'est que la notion de précision était parfaitement maîtrisée. On est quand même dans le monde de la mesure. Et puis maintenant, ce qui a tout changé, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes tous totalement familiarisés avec le concept d'orthophotographie, que ce soit en plan, en élévation. On arrive à des produits avec un changement de pratique avec des outils de mesure en continu qu'on a appelés les scanners 3D ou les méthodes de levée 3D dense, peu importe le vocabulaire. On a quand même changé complètement les pratiques du côté déjà en amont du métier de topographe. Sont apparus presque des objets un peu conceptuels nouveaux. En particulier ces maquettes 3D cartographiques qu'on appelle, qui sont des restitutions cartographiques. Alors j'insiste bien sur les deux termes, restitution cartographique. Le terme de restitution est un terme qui est employé dans le monde de la topographie depuis toujours. En photogrammétrie, quand on traitait à l'IGN dans les années depuis toujours des couples stéréoscopiques, ce sont des restituteurs qui faisaient ce travail. Vous verrez pourquoi j'insiste sur ce mot-là. Et puis ça a permis d'aller vers d'autres outils, d'autres types d'analyses. Et puis là, on bascule un peu déjà sur l'exploitation de ces maquettes cartographiques pour illustrer des choses qui relèvent du domaine de l'archéologie.
Aujourd'hui, alors je reviens un peu sur l'histoire tout à l'heure des outils, l'histoire très récente des outils qui permettent de faire des acquisitions cartographiques 3D. Mais aujourd'hui, la question que vous vous posez tous et que se posent aussi à peu près tous les utilisateurs de données cartographiques, quel que soit le champ, qu'on soit dans le bâtiment, les travaux publics, la modélisation 3D urbaine, c'est la question de la gestion des données. Et donc aujourd'hui, on commence à voir apparaître quand même des solutions, des outils. Il y a des gens qui travaillent sur des systèmes d'information. J'imagine qu'à l'INRAP, cette question-là est traitée depuis un certain temps. Enfin, voilà, je dirais qu'aujourd'hui, si on doit parler de technique, presque le nerf de la guerre, il est sur cette question de la gestion des données, de leur archivage, de leur conservation, enfin de leur optimisation de ce que vous voudrez. Donc, ce que j'appelle le levé de 3D haute densité, que ce soit des scanners, de la corrélation dense par des prises de vue en drone, en avion, en ce que vous voulez, ou avec des appareils photo, conduit donc quand même à des changements de pratique déjà du côté du métier du cartographe. Donc, à la différence de la première diapositive que je vous ai présentée, sur des méthodes traditionnelles qui existent toujours, hein, ça n'a pas effacé les méthodes traditionnelles de levée qui sont très importantes pour tout un tas d'applications dans le monde de la topographie. Donc on arrive donc à un concept de numérisation dense, pratiquement on est passé dans le domaine continu ou semi-continu de la donnée. La création d'archives 3D, bon, ça je viens de le dire. Des pratiques, bon c'est un peu technique, mais en gros, à l'ancienne, je dirais, le géomètre, quand il faisait le boulot, le soir, le boulot, il était fini, parce qu'en gros, la restitution, elle était pratiquement faite en temps réel, comme ça se fait aujourd'hui, quand un géomètre fait du levé de corps de rue avec un GPS, le boulot, il est fini au moment du levé, quasiment. Alors que là, comme vous le savez très bien, vous êtes confronté à ce problème. Quand on a envoyé des mesures 3D, qu'on a produit des millions de nuages de points, que ce soit directement par laser ou par corrélation dense, on a un gros traitement derrière au bureau en back-office. Donc il y a vraiment un changement d'approche. C'est-à-dire qu'initialement, on va lever des points qui nous intéressent, là on lève tout, et il faut aller chercher les informations derrière dans l'objet 3D cartographique. Et ça, je dirais, pour moi, même d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue philosophique, même du côté du topographe, ça implique quand même des changements de pratique très forts. Enfin, ça va même au-delà des aspects techniques. Enfin, sans compter, évidemment, on pourra en parler, j'imagine, dans cette journée, l'effet de sidération qu'on connaît tous avec ces évolutions extrêmement rapides de la technologie que la plupart des professionnels ont beaucoup de mal à s'approprier de façon sereine. Ça, c'est évident, quoi. Mais c'est même évident pour le géomètre, je dirais. C'est même un problème pour le géomètre. Voilà. Multiplicité des rendus. Et puis évidemment, on le verra aujourd'hui, hein, c'est un peu l'objet de la journée, quand même l'extrême valeur ajoutée qu'on peut apporter, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, disons que tous les produits, la valorisation de ces données sur le plan, sur tous les plans. Maintenant, si on s'attache vraiment à ces questions de 3D, donc qui sont... En fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce dont on parle aujourd'hui, c'est des choses qui sont extrêmement récentes, vraiment extrêmement récentes. C'est-à-dire que toute l'année 2000, ça a été un peu une phase la décennie 2000, ça a été une phase d'appropriation de ces nouveaux outils, mais je dirais surtout du côté du topographe déjà pour commencer, quoi. Avec un effet un peu, ce que les anglo-saxons appellent l'effet waouh, c'est-à-dire on nous en a mis plein la vue, vous avez vu c'est magnifique, des nuages de points en 3D, ça tourne dans tous les sens, mais la plupart du temps ces données-là sont restées dans des disques durs. Voilà, donc toute la question c'était de produire quand même des plans, parce que historiquement quand même malgré tout, si on a fait des plans en 2D, c'est que c'est quand même plus facile de voir les choses un peu en 2D qu'en 3D parfois. C'est pas, même c'est pour ça que... Bon. Donc, et puis il y a eu quand même... ça j'aime bien le rappeler parce qu'aujourd'hui il y a quand même parfois une jeune génération qui croit que la photogrammétrie c'est un truc qui est apparu il y a 5 ans. Non, la photogrammétrie ça a un siècle. Le traitement de coupe stéréoscopique pour produire du relief, c'est très ancien. Il y a des géomètres qui doivent se retourner dans leur tombe aujourd'hui quand même, hein, parce que la photogrammétrie n'est pas apparue avec la corrélation dense et photoscan il y a 3 ans. Hein. C'est bon de le rappeler parfois aux plus jeunes parmi nous, quoi. Et donc, les scanners dans les années 2000, on avait des scanners donc, qui envoyaient des nuages de points comme ça, et puis parfois couplés avec des appareils photo. Et puis ça, on s'est dit, ça remplace totalement la photogrammétrie. C'est-à-dire que là, on a des lasers qui produisent des millions de points.
Et alors c'est vrai que du coup par rapport à la photogrammétrie, moi j'ai vu à l'IGN d'anciennes restitutions sur des temples au Moyen-Orient en photogrammétrie. Bon, on sent que ça avait été très laborieux pour produire ça, quoi. Donc là on avait un outil quand même fabuleux qui balançait, qui pouvait avoir des précisions centimétriques et vous scanner une scène avec des millions de points. Et puis avec l'évolution très récente, mais je dirais que la bascule elle s'est faite autour de 2012, donc vraiment on parle d'un truc super récent. Les algorithmes de corrélation dense, c'est-à-dire la capacité qu'on a maintenant de produire des modèles 3D mais à partir simplement de couples de prises de vue photographiques. Maintenant, tous les archéologues connaissent ce procédé. C'est quand même un truc super. C'est vraiment quelque chose qui est apparu très très récemment. Et donc, en fait, du coup, on a une vengeance de la photogrammétrie parce que ces algorithmes utilisent, ces processus utilisent des algorithmes de photogrammétrie. Et sont devenus, dans beaucoup de situations, beaucoup plus intéressants à mettre en œuvre que des mesures laser de distance. Alors maintenant, tout le savoir-faire, il reste encore un peu de savoir-faire du côté du géomètre, c'est justement de savoir combiner ces deux aspects-là, tant du point de vue de l'acquisition que du point de vue du traitement. Où est notre chairman? Si je suis trop long, il faut me le dire. Je vais évoquer maintenant quelques atouts quand même de cette technologie. On remercie Marc Azema pour ce travail. Nous sommes dans Baume-la-Trône, dans le Gard. Et donc c'était simplement pour vous illustrer le fait qu'en particulier sur l'art pariétal, ça devient très intéressant, mais bon, c'est sur du relevé, sur du pierre à pierre, dans des tas de situations, j'imagine. On produit des documents à l'échelle 1, puisqu'on est dans le monde du numérique. On pourrait même zoomer au-delà de ce que l'œil est capable de visualiser, évidemment, mais bon, on est sur une restitution cartographique. C'est déjà pas mal de pouvoir produire des documents à l'échelle 1. L'échelle 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle, c'est numérique, mais en plus, surtout au niveau de la résolution, alors pas de la précision, mais de la résolution, c'est-à-dire de la finesse du détail qu'on peut observer, on retrouve ce que l'œil est capable de visualiser. Un œil, le pouvoir séparateur, c'est de l'ordre de 0,1, 0,2 mm. Ben là, on peut produire des plans qui seront à cette résolution-là. Évidemment, là, vous reconnaîtrez probablement l'abri du Colombier, la grotte du Colombier dans les gorges de l'Ardèche. Un objet qui fait 7 cm de long. Évidemment, ces technologies, ça a permis de aider quand même un peu dans tout ce qui est analyse dimensionnelle des objets, quoi. Et puisqu'on arrive sur des processus aujourd'hui plutôt photogrammétriques, donc à me produire des modèles, une restitution cartographique du relief inframillimétrique. Donc c'est quand même pas inintéressant. Maintenant, il y a quand même un gros problème qui se pose, mais qui se pose, je dirais, même déjà du côté des sociétés de topographie qui mettent en œuvre ces technologies, c'est qu'on a perdu totalement, de façon analytique, on a perdu totalement la chaîne de précision. C'est-à-dire que quand vous partez d'un scanner ou de prise de vue photographique, vous produisez un nuage de points qui rentre dans un premier logiciel, puis un deuxième logiciel, puis vous sortez une maquette 3D cartographique. Je défie quiconque d'annoncer de façon très mathématique la précision du modèle. Donc là, on a ce qu'on appelle, pour moi, une boîte noire de composition, c'est-à-dire qu'à force d'enchaîner les processus, on arrive en termes de chaîne de précision, on arrive à quelque chose qu'on maîtrise absolument plus. Alors, évidemment, de façon intuitive, par rapport aux outils qu'on a utilisés, on sait quand même si on est dans le millimètre, dans le centimètre, c'est pas très grave. Mais si vous voulez, du point de vue du topographe, il y a quand même des anciens du métier de la topographie qui trouvent cet outil fabuleux, mais qui disent finalement le métier il a foutu le camp, parce qu'on est dans le métier de topographe, mais on sait plus ce qu'on mesure, quoi. Et puis il y a quand même des dérives. Il y a clairement des dérives quand on commence à comparer des modèles entre eux, avec des méthodes, avec des restitutions dont on n'a aucune idée de la précision, pour aller en gros analyser des phénomènes qui sont impossibles à analyser avec les outils, avec les mesures qu'on a produites, quoi. Je parle dans le monde de la cartographie, dans le monde de l'archéologie, ça peut arriver, quoi. Il faut faire attention à ces dérives-là. Alors du coup, pour la précision, déjà du côté du géomètre, ce qu'on a mis en place très vite, c'est en fait des méthodes de validation sur le terrain avec des outils plus précis, des méthodes empiriques en gros pour retrouver la précision. Parce que d'un point de vue analytique, on ne l'avait pas. Alors qu'un géomètre à l'ancienne, quand il utilise un théodolite, il fait une mesure sur un point, il vous sort l'écart-type, il vous sort tout, on connaît tout.
Là, même déjà au niveau du scanner, vous avez pratiquement aucune idée de la précision, vous avez un ordre d'idée, quoi. Après, il y a des questions méthodologiques intéressantes qui peuvent se poser. Ça, c'est une réflexion qu'on avait eue avec Marc Azema. Le travail n'est pas abouti, mais il y a quand même une question à se poser. Enfin, il y a une piste d'étude, enfin de réflexion. Je ne sais pas si elle est extrêmement pertinente, mais bon, nous, ça nous a paru intéressant. Vous savez que quand on... Alors, c'est un cas un peu particulier, on parle un peu de technique, mais ça vous illustre un peu ces problématiques de précision et de restitution. Là, quand on produit une orthophoto sur un mur, bon, bah, le mur, en gros, il est plat, hein, même s'il a du fruit. Enfin, bon, en gros, on sait, tout le monde est à peu près d'accord sur le plan de projection. Si vous faites de l'art pariétal, bah, si vous avez une figure encore dans une surface de paroi à peu près plate, bon, bah, tout le monde va dire bah, mon plan de projection pour faire ma cartographie de ma figure, mon orthophoto, on arrive à peu près à tous être d'accord. Mais quand vous commencez à avoir un jeu de figures sur des surfaces extrêmement déformées, bah, concrètement, bah, la cartographie que vous allez produire, bah, elle dépend du plan de projection que vous avez choisi. De la même façon que quand vous avez une carte... une carte du territoire, la restitution dépend quand même de la surface de projection que vous avez choisie. Dans le cas de l'art pariétal, pour moi, ça peut quand même avoir un impact sur les restitutions archéologiques. Donc j'ai essayé d'illustrer ça, mais bon, voilà. Donc bon, on n'est pas non plus là dans le cas que je montre dans des choses, pardon, je me trompe de touche. Voilà, mais bon, c'est pas, faut que vous ne preniez pas ça au comptant, c'est simplement pour évoquer cette problématique. Après, bon, par rapport à des restitutions anciennes, peut-être Marc nous précisera peut-être plus tout à l'heure ce que je suis en train de montrer. Là, je compare en gros une orthophoto qui a été prise avec un certain parti pris du point de vue du plan de projection, et puis des restitutions anciennes, une restitution historique. Et puis, bah, enfin voilà, clairement, pardon, excusez-moi, je m'en mêle un peu. Voilà, c'est un temps de réaction de l'ordinateur. Voilà, si j'ajuste la figure du haut, ben, en bas, ça veut plus rien, on n'est plus du tout en raccord. Et puis inversement, si j'ajuste le bas, on n'est plus raccord en haut. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est pour vous illustrer que cette question du plan. Combien? Bon, j'arrive au bout de toute façon, je pense. Et puis je m'arrêterai sinon. Bon, donc en conclusion, sur ces méthodes, on a donc quand même une certaine complexité dans le traitement qui introduit un peu qui introduit vraiment des incertitudes. On a, d'un point de vue du topographe, quand même ce problème qu'on n'a pas de modélisation de la chaîne de précision. Et puis, ben voilà, qu'on est un peu quand même dans le monde, on a un peu affaire à une boîte noire et ça a quand même un impact psychologique. Parce que quand même, quand on est un professionnel non topographe ou géomètre, qu'on fait appel à ces méthodes, on a un peu l'impression qu'on nous vend un truc, on ne sait pas d'où ça sort, quoi. Ça reste un peu quand même... et c'est normal, quoi, hein, je dirais c'est normal. Quoi, parce que je me demande si, d'ailleurs, parfois aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de géomètres qui sont aussi un peu perdus dans ces choses-là, quoi. Donc je finirai avec ça très rapidement. Alors, si on parle un peu de l'utilisation des mots, parce que vous avez tous constaté qu'on est un peu dans un flou sur le plan sémantique là, par rapport à ces technologies. Il y a une grande catégorie 3D, je dirais presque un peu subsumante, qu'on met à toutes les sauces. Mais de quoi on parle? Quand on dit c'est la 3D, de quoi on parle? On parle d'infographie, de jeux vidéo, de 3D appliquée à la médecine, de cartographie, de tomographie, qui sont ces méthodes au rayon X pour aller voir de la vraie 3D pour ces gens qui font ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans les objets. Est-ce qu'on parle de SIG 3D, de restitution archéologique? Enfin voilà, de quoi on parle? Donc, ça vaut le coup peut-être un peu quand même à un moment de préciser la chose. Une évolution donc récente et fulgurante de la cartographie 3D, ça c'est simplement pour rappeler que parfois on a l'impression que la chose est quand même assez ancienne et donc on se demande pourquoi on est perdu. C'est pas vrai, c'est normal qu'on soit perdu, ça vient de sortir en gros. Alors qu'est-ce qu'une maquette 3D? Alors ça c'est un point pour moi hyper important sur le plan sémantique. J'ai assisté d'ailleurs à un colloque récemment avec Marc Azema où il y avait confusion totale entre deux concepts. Et là, pour le coup, l'impact il était grave parce qu'on peut perdre des heures à parler de choses alors qu'on ne sait pas de quoi on parle. Je vous ai dit que le mot de restitution, c'était un mot très classique dans le monde de la topographie. À l'IGN, il y avait un corps de métier qui s'appelait les restituteurs. Donc la restitution archéologique, le mot restitution fait référence à plusieurs choses.
Quand on voit ces maquettes que je vous ai présentées là, ce sont des restitutions cartographiques. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont une valeur cartographique auxquelles on est censé associer une précision, c'est une maquette précise de l'ordre de 1 cm. Ce ne sont pas des restitutions archéologiques. Ça n'a strictement aucun rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'intervention d'un scientifique avec son approche d'un archéologue pour mettre son nez dans ces restitutions-là. Ça n'a strictement aucun rapport. Donc je vous invite, alors c'est un peu peut-être prétentieux de ma part, mais je vous invite vraiment, quand vous parlez de restitution, quand on est sur ces thèmes-là, de préciser si vous parlez de restitution cartographique ou de restitution archéologique. Parce que la discussion qui peut arriver et qui est très malsaine, c'est d'être dans la posture de l'archéologue et de dire oui, mais qu'est-ce que c'est que ces restitutions qui sont produites par des gens qui ne sont pas archéologues? Bah si, ce sont des géomètres qui produisent des restitutions de géomètres. Et vous êtes des archéologues qui allez faire des restitutions d'archéologues. Voilà. Et ça, je vous assure que j'ai vu parfois des discussions tourner en boucle pendant des heures sur ce sujet-là. Parce qu'il n'y avait pas cette distinction très claire entre les deux métiers, quoi. Bon, voilà. Et puis, si quand même je finis, si on m'accorde 30 secondes, c'est un peu sur cette... je vais vous présenter un cas en 30 secondes super marrant de découverte de sérendipité. Vous savez, la sérendipité, c'est la tarte tatin. Vous vouliez faire une tarte, vous la foirez, ça fait une tarte tatin, elle est encore meilleure que la tarte que vous vouliez faire. Donc c'est une découverte fortuite. Donc ça, c'est pour moi, voilà, c'est avec un grand mot, l'apport heuristique de la 3D. On cherchait, donc c'est un travail ancien qui a été fait pour le service archéologique de l'ONF, avec un lidar, sous un hélicoptère. On cherchait des vestiges de la Première Guerre mondiale, donc en gros des tranchées avec donc des objets de l'ordre métrique, du point de vue de leur dimension. Et puis alors ça, on est en forêt de Sénart, donc on filtre, on envoie des millions de points en lidar, en hélico, on enlève les arbres, on filtre, on applique quelques petits traitements. Vous voyez que les écarts, à la fin, là, une fois que j'ai enlevé ma végétation, on est sur des choses qui sont de l'ordre de 3, 4, 5, 10 cm, entre la partie basse et la partie élevée. Et puis on fait un peu quelques traitements, et ça c'est pas moi qui ai analysé la chose, c'est un archéologue qui dit mais qu'est-ce que c'est que ces linéaments qu'on voit là un peu partout, quoi. Et ces linéaments, c'est du parcellaire médiéval. C'est des reliefs qui sont de l'ordre de 10 cm. Donc d'un point de vue du traitement du signal, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir au sol en forêt de Sénart. Parce que c'est en gros le bruit du sol, quoi, d'un point de vue c'est des reliefs de l'ordre de reliefs qu'on voit au sol. Sauf que par effet statistique, puisqu'on a envoyé beaucoup de mesures, on a ressorti ces linéaments. On ne les a pas inventés. Ce n'est pas un artefact lié au traitement de la donnée. Je vous le garantis, ça a été analysé par les archéologues. Je vous remercie. Merci. Oui. Merci beaucoup David. Merci beaucoup David. Je vous propose qu'on prenne une ou deux questions pour David Lhomme, puisque comme on a pris un tout petit peu de retard en début de séance pour pouvoir ensuite enchaîner, mais on reviendra ensuite sur certaines pistes que tu as ouvertes lors de la table ronde. Donc est-ce que vous avez des questions? Prenons-en deux. Oui. Oui, je suis Deleskevitch, réalisateur et producteur de films, mais ma question n'a rien à voir avec l'audiovisuel. Je voudrais revenir sur l'avant-dernière diapo, là, sur la ligne 3, sur l'aspect que vous n'avez pas lu, cartographie et... Non, avant. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, ligne 3, névrose et financement. Vous n'avez pas commenté ce genre d'argument. Et parce que je me posais la question tout bêtement, l'aspect financier d'un travail de ce genre, c'est évidemment le nerf de la guerre. Et qu'en est-il en réalité, quoi? Ça m'avait interpellé, cette ligne-là, parce que c'est évidemment fondamental, quoi, en termes de production, que ce soit de la production scientifique ou de la production audiovisuelle. Il est clair que c'est notre préoccupation essentielle, parce qu'on fait ou on ne fait pas en fonction des moyens dont on peut disposer. Tu peux donner des ordres de grandeur de prix, tout simplement, parce qu'on commence à... Non mais... Alors en fait, c'est un
c'est un loupé de ma part parce que c'est un loupé de ma part parce que j'ai recyclé un PowerPoint qui était fait pour un parterre de non-archéologues, plutôt des philosophes. C'était l'Institut de recherche et d'innovation de Stigler au centre Georges Pompidou au mois de juin. Donc je me permettais des choses que je ne me serais pas permis ici. et j'ai oublié l'anglais, c'est de vous. Mais quand même, c'est pas inintéressant. Vous l'avez bien remarqué, vous êtes plongé dans mon lapsus, c'est magnifique. Oui, là, en ébauche, j'ai abordé la question du sentiment de sidération du professionnel en général et de l'archéologue en particulier face au délire techno-scientiste inhérent au développement de ces technologies 3D. Et on est tous un peu en état de sidération, mais les topographes aussi, où on se sent un peu affaibli, questionné. Qu'est-ce que c'est que ce relevé orthophotographique qui relève mon épigraphie sur mon temple à Karnak, alors ça fait 20 ans que je me cogne des relevés avec des calques. Est-ce que, en gros, ce que je fais depuis 20 ans, ça sert à rien ou pas? Enfin, vous voyez quoi, évidemment, toutes ces questions, elles n'auraient même pas lieu d'être. On ne va pas remplacer l'expertise du scientifique, mais même d'une façon générale, par de la donnée. Et on est là-dedans aujourd'hui, mais pas qu'en archéologie, dans le monde, dans toutes les disciplines, vous le savez. Et c'est questionnant. Et donc, moi j'aime bien dire enfin, bon, je pratique plus trop, j'ai plus trop les mains dans le cambouis par rapport à ces méthodes-là, mais quand même, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça soulève ces questions-là de sidération par rapport à la technique, où on arrive même à mettre le doute dans la tête des experts. C'est un problème. Et puis, ce que je veux dire par rapport au financement, c'est qu'on est sur la question du. Il ne faut pas oublier qu'autour de cette 3D, tout ça, vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà, il y a quand même des budgets qui sont associés parce qu'on va injecter ce truc-là. Enfin, donc on est un peu sur une catégorie discursive, au sens foucalien de 3D, où si on fait de la 3D, on meurt. Voilà. Donc, mais il ne faut pas tout mélanger. Voilà, c'était pour ça que Peut-être pour conclure, y a-t-il un archéologue dans la salle? Je pense que oui, qui éventuellement répondrait à la question de la sidération dont parlait David à l'instant face à ces données un petit peu envahissantes. Et finalement, un archéologue en 2017, comment il s'empare de ces objets ou comment il ne s'en empare pas? Je parle d'objets 3D. Ou alors on garde ça pour plus tard. Hein, il est peut-être un peu tôt encore. On reprend un café. Oui. Oui, bonjour. Didier Deloum, donc du SRA Occitanie. Je pense que c'est toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire c'est un outil. Et c'est vrai que face à cette sidération, la beauté plastique des images, il y a toujours la tentation, y compris chez les archéologues, de se dire je veux des beaux visuels. Mais voilà, en oubliant que ça va servir à quoi? Quelle est la démarche? Est-ce que c'est une démarche qui reste scientifique, de compréhension d'un site, d'une élévation, etc. Ou est-ce que c'est déjà une démarche où on veut à terme arriver sur de la médiation, etc. Et cette réflexion, ça commence maintenant à être bien intégré. Hein. Pourquoi faire de la 3D? On en reparlera, je pense, dans la journée. Mais au début, effectivement, sur les premières années, je pense que c'était un peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire que on a fait de la 3D pour faire de la 3D sans se poser la question de comment on monte un cahier des charges, quel niveau de précision on veut et pourquoi on veut ce niveau de précision. C'est juste une observation rapide. Il y a quand même une petite perversité au système, c'est qu'on arrive à avoir des discussions à savoir si est-ce qu'il faut faire un relevé 3D ou pas. Alors là, je évacue tout de suite la question. Aujourd'hui, les géomètres travaillent en faisant ça. Donc il ne s'agit pas de savoir si faire la 3D ou pas. Vous faites intervenir un géomètre qui de toute façon n'utilise plus cet outil-là. Donc c'est même pas toutes les questions annexes que vous trouvez sont fondamentales, mais par contre il ne faut pas jeter le bébé avec le bain quelque part et pas se tromper. Faire une discussion sur est-ce que je dois utiliser la 3D ou pas. Je serais tenté de dire c'est pas l'affaire du professionnel final, du scientifique. Ça c'est la question du gars qui fait la topo, qui aujourd'hui en gros il a plus de théorie, il a des scanners. Donc de toute façon il va faire la 3D. Et dernière observation, de notre point de vue, nous, services de l'État, notre problématique, c'est aussi la numérisation de conservation. C'est-à-dire,
on numérise pour conserver une information de manière pérenne. Et c'est toutes les interrogations qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire, c'est quoi du long terme en 3D? Quel outil informatique? Quel accès aux fichiers à l'horizon de 10, 15, 20, 30 ans? C'est vraiment un gros débat et des grosses interrogations qu'on a à l'heure actuelle sur cette numérisation de conservation. D'autant plus que ça s'est démocratisé du côté d'outils, donc en termes de production, maintenant ça envoie, mais du côté de la gestion, de la transmission, de l'appropriation, là par contre, pour l'instant, on n'a pas de... Merci beaucoup David, et à tout à l'heure pour la table ronde. Un petit mot de Dominique Garcia. Non, juste pour faire la liaison, c'est intéressant ce que vient de dire le conservateur régional. Parce qu'il y a conservateur et régional, mais parce qu'en fin de compte, le problème de la conservation des données est essentiel, mais aujourd'hui, il n'est pas dans les cahiers des charges. L'arrêté de 2004 définissant l'activité d'archéologie préventive ne prévoit pas dans les délivrables de donner ces éléments-là. Donc en fin de compte, le risque, on efface du patrimoine, on rend un rapport de fouille, on rend une publication, mais les données numériques dont on va en parler encore ne sont pas prises. L'arrêté de 2004, 15 ans après, ou 13 ans après, n'est pas revu. Et ces objets-là, c'est en fin de compte une gestion un peu empirique. Tout à l'heure, vous avez eu un mot gentil en disant que l'INRAP gérait ça de manière nationale. J'espère qu'on va le gérer de manière nationale. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un projet important. Et juste pour donner ensuite... votre intervention a comporté toutes les qualités d'une belle intervention, mais en plus, elle m'a obligé, moi, à faire une colonne de plus. Et donc, j'avoue ma petite honte. J'ai fait une colonne pour ensuite préparer la table ronde outils, une colonne objet, et puis une colonne sur la destination, et j'avais oublié la colonne métier, effectivement. Donc voilà, j'étais dans ma propre névrose, et vous avez rappelé effectivement le poids, le rôle ou l'effacement du géomètre et des problèmes de la notion de mesure aujourd'hui. Merci David donc.